Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être encore une fois les plus fidèles à votre rendez-vous. Vous le savez certainement, chaque samedi, on se retrouve avec le rendez-vous des décideurs. Et aujourd'hui, nous avions porté notre choix sur un avocat. Il est avocat de carrière et acteur politique. Il s'appelle Maître Jacquemain Chabani. Il est président de la commission électorale permanente au sein de l'UDPS. Il a été secrétaire général du parti de 2011 en 2012. Et actuellement, il est encore une fois de plus, comme je le disais, président de la commission électorale, bien que contesté. On va lui dire bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Merci à vous pour l'invitation. Alors, c'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau parce qu'il faudrait qu'on essaie de parler d'abord de votre parti. Vous faites partie du parti présidentiel et plusieurs problèmes émaillent votre parti par rapport à ce mandat spécial qui a été attribué à votre président intérimaire. Vous aviez créé une mouvance Sauvons l'UDPS. Est-ce que peut-on d'abord avoir la santé du parti d'emblée? En général, le parti se porte très bien. Nous sommes le parti du candidat à l'élection présidentielle 2018. Nous sommes le parti qui a remporté ces élections à la présidence de la République. Donc nous sommes le parti du président de la République. Nous sommes aujourd'hui ce parti politique qui accompagne le chef de l'État dans sa lourde mission d'amener le Congo vers le développement, de résoudre les questions de sécurité, d'établir et de consolider la démocratie et l'état de droit, et de réaliser toutes les promesses de campagne que nous avions mis ensemble avant les élections de 2018. C'est des lourdes charges, des lourdes occupations. Nous sommes ce parti politique qui a derrière lui 37 ans de lutte et de combat pour l'effectivité de la démocratie au travers des systèmes dictatoriaux, totalitaires. Nous sommes ce parti qui a été créé dans la clandestinité, qui a vécu la clandestinité, qui a bravé toutes ces étapes-là et qui aujourd'hui, par les élections de 2018, se retrouve au pouvoir. Les difficultés ne peuvent pas manquer. Nous sommes ce parti aussi des droits et des libertés. Les contradictions en interne et les discussions ne peuvent pas manquer. Et je peux même dire que c'est fait partie de la nature même de notre parti politique. Donc, par moments, c'est vrai que certaines de nos contradictions internes peuvent paraître comme des faiblesses, comme des difficultés. Aux yeux du monde? Aux yeux de l'opinion. Oui. Mais je crois que c'est aussi l'avantage que nous avons, nous, membres de l'UDPS, d'avoir cette liberté et ce droit de parler, de discuter, de se dire ce qu'on pense, quelle que soit la position des uns ou des autres. Vous vous êtes permis de me présenter avec des contestations. Ce n'est pas des contestations, c'est des discussions et des débats. Il n'y en a pas, quand on parle de contestation, c'est parce que la hiérarchie du parti vous a démis de vos fonctions de président de la commission électorale permanente au sein du parti. C'est en fait tout ça l'UDPS. Nous sommes ce parti qui a été créé dans la clandestinité au plus fort du mouvement populaire de la Révolution. Parti État du maréchal Mobutu. Les expressions que vous utilisez, hiérarchie, dans un parti comme le nôtre, de droit et de liberté, c'est des termes qui ne sont pas appropriés à un parti comme le nôtre. Nous sommes camarades de parti. Nous avons des textes. Nous avons un statut, un règlement de l'intérieur. Et nous sommes ce parti qui a été forgé sur le respect de ces principes-là. Et à partir de ce moment-là, on se respecte mutuellement. Et il n'y a que les textes qui nous régissent et qui nous mettent ensemble. Et quelles sont les relations actuellement avec vos camarades du parti? Extrêmement bonnes. Extrêmement bonnes. Avec tous les collègues du parti, que ce soit Jean-Marc Augustin, le président Victor Wakwenda et tous les autres collègues. Nous avons des relations de camarades de parti extrêmement bonnes. Quelles qu'en soient les contradictions de vue sur peut-être aussi des questions fondamentales de gestion et d'organisation du parti. Mais l'avantage que nous avons, c'est que nous sommes liés par l'UDPS. Nous sommes tous membres, fils et filles de l'UDPS. Nous tenons à ce parti à travers ses idées forces, son idéologie.
Et ensemble, nous accompagnons le président Félix Tshisekedi, qui est notre leader. Voilà, mais quelle année actuellement le mouvement, le collectif, peut-on le dire, Sauvons l'UDPS, qui a mis en contestation l'intérim spécial que le chef de l'État, votre autorité morale, a légué à Jean-Marc Aboun. Vous aviez été parmi ceux qui ont milité contre ce mandat, mais également pour l'organisation d'un congrès. À ce jour, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette situation? C'est une question qui se règle en interne. Oui. C'est une question fondamentale sur la gestion et le fonctionnement du parti, Oui. à laquelle personne ne peut passer à côté. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes ce parti qui a, contrairement à peut-être d'autres, et je crois que c'était ça l'un des grands objectifs du père fondateur de l'UDPS, faire du Zaïre de l'époque, le Congo d'aujourd'hui, un état de droit. Cela se fait politiquement à travers les instruments politiques qui sont les partis politiques. Donc avant de faire d'une nation, d'une république, d'un état, d'un pays, un état de droit, il faut que les instruments que vous utilisez pour que cela soit fait soient à l'exemple de cette volonté-là, respectueux des textes. Et c'est ça, nous, à l'UDPS. Donc sur cette question, il n'y a pas conflit. Oui. Il n'y a pas conflit et ça se gère en interne. Je crois que l'opinion a constaté une certaine accalmie sur toutes ces questions. C'est des recommandations principalement qui nous sont venues de notre leader, le président Félix. Et nous sommes en train de voir les voies et moyens pour qu'ensemble nous puissions nous asseoir, nous mettre autour d'une table, nous retrouver entre filles et fils de l'UDPS pour que nous puissions élaguer toutes ces difficultés sur base des principes qui sont couchés dans nos statuts et regarder dans la même direction pour qu'on passe à une autre étape. Parce qu'après la conquête du pouvoir, nous avons le devoir de faire en sorte à ce que ce parti puisse conserver le pouvoir pour l'intérêt général du peuple congolais. Voilà. Mais à ce jour, quelle est l'année de la décision de votre parti qui vous a démis de fonction, nommant bien évidemment M. Gédéon en lieu et place de M. Jacques Mène? Vous aviez contesté cette décision en adressant une lettre à votre président intérimaire, mais à ce jour, cette décision n'a pas été abrogée. Comment vous vivez dans ce que l'on appelle dictature? Vous refusez la décision de vos camarades du parti, puisque vous ne voulez pas qu'on parle de la hiérarchie. Non, peut-être que vous n'avez pas toutes les informations. C'est une page déjà tournée derrière nous. Vous voulez peut-être réveiller ou sortir les cadavres. Non, mais le cadavre, la population qui, pour une première fois, vous suit à Lubumbashi, auront bien évidemment besoin d'avoir tout ce détail autour de cette question. Exactement, c'est une page déjà tournée. Oui. Il ne faut pas réveiller les cadavres. Nous sommes un parti politique, nous sommes une grande famille. Oui. Je vous ai dit que nous sommes en train ensemble de travailler pour que cette grande famille se retrouve et discute, se regarde dans les yeux, évalue son passé, réalise ce qui a été conquis pour aller de l'avant. Il y a eu effectivement cet épisode malheureux au sein de la commission électorale permanente du parti que je dirige avec les collègues du bureau. Je dis que c'était un incident malheureux, en violation des textes, encore une fois, du parti, mais je crois que c'est derrière nous. La commission électorale permanente de l'UDPS a retrouvé son unité d'action. Nous sommes une grande équipe et nous travaillons dans un esprit de famille. Donc ce débat-là, à notre niveau, il n'existe plus. Voilà, donc on peut se dire à ce jour que la santé du parti va très bien et nous vous félicitons pour cela. Mais revenons dans votre commission dont vous êtes président au sein du parti, plusieurs activités liées aux élections, surtout la projection de 2023. L'on se pose des questions, l'UDPS à ce jour commence déjà à se choisir son candidat naturel, pourtant étant dans une coalition. Comment, à votre niveau de la commission électorale permanente, vous gérez cette question liée aux élections de 2023? Oui, nous sommes dans une coalition gouvernementale. Oui. Dans cette coalition gouvernementale, UDPS cache FCC. Et cela ne peut pas nous empêcher, nous, la structure spécialisée de l'UDPS
en matière électorale, de se projeter dans l'avenir, de réfléchir sur les différentes perspectives à venir. Ce qui fait qu'au mois d'août, nous avions eu une grande activité de 3 jours, des ateliers de réflexion sur la thématique électorale, qui nous a rassemblés tous, les membres de la CEP. C'est pour vous dire que les dossiers du passé, nous les avons enterrés en famille. Pendant ces 3 jours, nous avons réfléchi sur la thématique électorale de l'UDPS. Nous avons analysé notre passé en matière électorale. Nous, en tant que parti politique, nous sommes à notre 3e expérience électorale. 2e, excusez-moi, 2018-2011. On peut dire aussi 3e parce qu'en 2006, nous avions pris une position républicaine de boycott, qui est pour nous une expérience extrêmement enrichissante. Donc pendant ces 3 jours d'atelier, nous avons évalué ces exercices-là. Nous avons évalué aussi la sociologie électorale de la République démocratique du Congo. Nous avons été dans les perspectives électorales à venir et nous avons débouché sur la rédaction non seulement d'un rapport final de ces activités, mais d'une feuille de route. Et cette feuille de route nous lance aujourd'hui dans 2023 parce que, je peux le dire, nous avons organisé cette activité quelque peu en retard. Parce que les élections s'organisent à la proclamation des résultats. Donc c'est un travail en principe qu'on aurait dû faire dès le mois de janvier 2019. Mais il y avait eu d'autres urgences et la réalité temporelle de l'actualité ne le permettait pas. Mais je crois que c'est déjà bon pour nous de nous lancer sur cette perspective. Comme je l'ai dit tout à l'heure, après la conquête du pouvoir qui a été l'un des grands objectifs des pères fondateurs de l'UDPS, 37 ans de combat, nous avons aujourd'hui conquéri le pouvoir, nous avons un défi à relever, nous avons des promesses faites au peuple congolais depuis 37 ans. Donc il est important pour nous, non seulement pendant que d'autres collègues qui ont d'autres responsabilités au sein du parti en termes de gestion quotidienne, l'école du parti qui est censée accompagner les différents mandataires de l'UDPS dans leurs différentes fonctions, c'est-à-dire la gestion de la République. Nous, les spécialistes en matière électorale, il est de notre responsabilité de préparer tous ces exercices et choses qu'on a faites. Et aujourd'hui, l'UDPS est lancé sur 2023 avec pour objectif de donner au président Félix Tshisekedi un 2e mandat, mais pas n'importe quel 2e mandat, un 2e mandat plus confortable que le premier. Ça veut dire? Ça veut dire que l'expérience de la coalition, qui est le résultat des élections de 2018, nous a déjà permis 1 année et 6 mois après, lorsque nous organisions ces ateliers, de réaliser, de comprendre, d'identifier les faiblesses et les difficultés et le côté ou le caractère complexe et conflictuel d'une coalition au pouvoir. Donc nous avons cette ambition de donner au président Félix Tshisekedi pour son 2e mandat une assemblée nationale où il s'y trouvera confortablement avec une majorité qui lui permettra de désigner un Premier ministre qui, cette fois-ci, aura pour mission et objectif de mettre en exécution le programme ou le projet de gouvernement de l'UDPS, le peuple d'abord, sans trop d'ambiguïté, de même que dans les assemblées provinciales. Donc voici en résumé les ambitions de l'UDPS pour 2023. Voilà, on parle de l'UDPS qui voudrait, déjà par la sortie de plusieurs de ce cadre, s'éterniser au pouvoir. Il y en a qui parlent de 370 ans, il y en a qui parlent de l'arrivée de Jésus, mais paradoxalement, le chef de l'État, lui-même récemment en Belgique, semble ne plus être tenté de faire ce parcours à la présidence. Comment, à votre niveau, au sein du parti, vous jugez cette situation? D'abord, une chose. Je crois que les déclarations du président de la République ont été mal interprétées. Il faut retenir dans cette déclaration du chef de l'État qu'il ne violera pas la Constitution, dans ce sens qu'elle prévoit
2 mandats. Après 2 mandats, il faut savoir se reposer. Donc il fera son 2e mandat. Et nous allons l'accompagner pour que ce 2e mandat soit une réalité, comme je vous l'ai dit, de façon confortable. Oui. Maintenant, pour les déclarations de certains camarades, oui. Il faut les prendre aussi dans le cadre dans lequel ils les ont faites. Je crois que c'est des slogans d'encouragement et de mobilisation de la masse et des combattants et des militants de l'UDPS. Il faut retenir que nous sommes un parti fondamentalement démocratique. Nous avons lutté pendant 35 ans, nous sommes arrivés au pouvoir par des voies démocratiques. Ouais. Les élections. Nous allons et nous avons l'ambition de conserver ce pouvoir par des voies démocratiques, les élections. Donc, conformément à la Constitution, à chaque fois que le calendrier le prévoira, que nous serons appelés en tant que candidats à l'élection présidentielle, candidats à la députation ou au gouvernorat, à chaque fois que cela se présentera, nous le ferons selon les règles de la loi suprême, de façon démocratique. Nous avons l'ambition de conserver ce pouvoir pour réaliser nos promesses, qui sont principalement, comme le dit le nom de notre parti, la démocratie et le progrès social, avec tout ce qui va avec. Voilà. Mais avant d'arriver en 2023, on parle de réforme électorale, 13 parlementaires où le G13 ont finalement introduit une proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale par rapport à ces réformes électorales. Mais au sein de votre parti, est-ce que cela est une des conditions pour aller aux élections en 2023 ? Parce que l'on parle, entre guillemets, de voir l'UDPS derrière ces 13 parlementaires enfin décréer un glissement qui serait avantageux au chef de l'État de repousser encore quelques années dans son mandat? Non, nous n'avons aucun avantage à favoriser un quelconque glissement. Oui. D'abord, nous sommes ces citoyens congolais respectueux des textes. Réforme, oui, parce qu'il nous faut ensemble arriver à améliorer, mais aussi à consolider notre démocratie, qui ne peut se faire qu'à travers les cycles électoraux qu'on organise. Il faut retenir aussi qu'à chaque cycle électoral, il y a des revendications. Au dernier cycle de 2018, nous sommes parmi ceux qui ont protesté et réclamé. Nous, à l'UDPS, nous retenons principalement le discours du chef de l'État au Congrès, où il a insisté et signifié le fait qu'il nous faut arriver à des réformes pour consolider et mettre d'accord les uns et les autres. Il y a eu énormément de revendications en ce qui concerne notre processus électoral. Donc moi, personnellement, je me suis permis d'encourager l'initiative des 13 personnalités. Je crois qu'il est important, et cela doit se faire le plus rapidement possible, que nous arrivions à un consensus. Nous avons vécu la session parlementaire de mars avec d'énormes tensions, qui n'a pas permis à ce que les questions électorales soient traitées et trouvent solution, comme par exemple la mise en place du nouveau bureau de la CENI et les éventuelles réformes sur la loi électorale. Certains parlent de la Constitution, mais moi j'estime que c'est une boîte à Pandore qu'il ne faudrait pas ouvrir, vu la fragilité de l'environnement politique dans lequel nous nous trouvons. Mais il est important qu'on arrive à identifier un consensus sur toutes ces questions-là. Aujourd'hui, nous sommes en plein pied dans la session parlementaire de septembre. Moi, j'ai beaucoup de craintes et je crois qu'on doit s'interpeller davantage. Le Parlement semble traîner les pas. Vous avez parlé tout à l'heure de glissement. Je crois que le glissement, aujourd'hui, nous devons le craindre et pointer du doigt nos élus qui ont laissé passer la session de mars sans pour autant faire bénéficier la République démocratique des avancées en matière de réforme électorale. Là, aujourd'hui, on n'a pas encore un calendrier de leurs activités de la session de septembre. Ça voudrait dire quoi? Plus nous traînons les pas à donner à la République démocratique du Congo un nouveau bureau de la CENI, plus nous nous approchons
de l'éventualité d'un glissement. Rappelez-vous des 504 jours dont la CENI nous avait fait part en 2017, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que nous avons besoin d'avoir le plus rapidement possible un bureau de la CENI bénéficiant d'un consensus assez large, c'est-à-dire accepté par la grande majorité de la classe politique et de la société civile. Ce bureau, une fois mis sur place, aura pour travail de donner à la nation un calendrier de travail. Oui. Et entre autres, avec des élections dans les délais constitutionnels. Oui. Il y a beaucoup de travail à faire avant, le fichier électoral et les éventuelles réformes qui seront réfléchies. Donc, je crois que nous tous, nous devons nous interpeller et interpeller nos élus, qu'ils se mettent au travail, que cette session de septembre ne passe pas sans qu'on ait un bureau de la CENI pour nous permettre de respecter les délais constitutionnels. Après, dans ces conditions-là, si elles ne sont pas respectées, tout le monde se retournera encore une fois vers le président de la République en estimant que lui aurait besoin d'un glissement. Moi, je suis de ceux qui pensent que nous n'avons pas besoin d'un glissement. Voilà. Mais parmi les réformes, et on parle également du mode de scrutin du chef de l'État, du président de la République, qui devrait finalement changer voté ou encore élu par les députés. On a vu au sein de votre parti plusieurs personnes de crier cette proposition qui est venue de votre coalisé, le FCC. En quoi est-ce que cela dérangerait actuellement l'UDPS? Bon, d'abord, la République même. Oui, ça dérange énormément la République, mais d'abord, moi je note jusqu'à présent que ce n'est pas une position officielle du FCC. Oui. C'est certains membres cadres du FCC ou du PPRD qui auraient fait ces déclarations à titre personnel, si je ne me trompe pas. De deux, il faut noter, je l'ai dit ici, que je suis contre le fait qu'on puisse arriver pour réformer et améliorer notre système électoral, qu'on touche à notre constitution. Je vous avais dit que j'étais contre, mais encore plus, ça nous amène à toucher des dispositions intangibles de la Constitution. Donc je crois que c'est extrêmement risquant de vouloir faire de telles choses vu l'environnement politique dans lequel nous nous trouvons. Mais à cela, j'ajoute aussi que nous avons décrié au cours du scrutin de 2018-2019, nous avons décrié les faits et gestes, les attitudes de nos élus provinciaux par rapport à la manière dont ils ont élu et les gouverneurs et les sénateurs. Je crois qu'on a tous encore souvenir que le président de la République s'était même permis de taper du poing de la table jusqu'à arriver à demander la suspension des activités de la Chambre haute. Donc on a tout ça en tête. Je me réserve d'utiliser des mots et des vocabulaires tendancieux tels que corruption et consorts. On a tout ça dans la tête. Donc ce qui a été décrié et pour lesquels nous sommes en train de réfléchir en termes de réformes, les amis qui ont fait ces propositions devraient se gêner, se réserver, éviter de provoquer la quiétude de l'opinion publique congolaise. Voilà, merci donc pour cette première partie. On va quand même parler de l'actualité qui également prend en compte le séjour du chef de l'État à Goma. Vous aviez été sur terrain bien avant que le chef n'arrive et bien évidemment pendant que le calendrier a été modifié. Il y a eu mini-sommet à Goma, il y a eu la visite du chef de l'État à Séké, mais également dans une autre, à Massissi je crois. On vous a vu présent aux côtés du chef de l'État. Parlez-nous un peu de la situation sécuritaire actuellement à l'est de la République. D'abord, je crois que nous tous, nous devions, en tant que Congolais, nous féliciter des actions menées par le chef de l'État en ce qui concerne la sous-région. La tenue du sommet, qui a été une réalité. Et une réalité après plusieurs reports, désistement de certains chefs d'État. En cette matière-là... Il fallait la vidéoconférence. On a senti une certaine faiblesse de la diplomatie congolaise dans ce sens d'organiser ce mini-sommet. Pas du tout.
Pas du tout. Je crois qu'il faut prendre en compte le contexte. Covid, Oui. Si vous voulez peut-être même y ajouter sécuritaire. Oui. Mais le plus important, sur le plan de la diplomatie, c'est que le mini-sommet s'est tenu. Certains vous diront que le Burundi était absent. Effectivement. Mais je crois qu'il faut arriver à retenir qu'avec le Burundi, et c'est à leur demande, ils ont parlé du bilatéral. Et ici, il faut retenir que à son avènement au pouvoir, le président Félix Tshisekedi a quand même réussi quelque chose d'extraordinaire au bénéfice de la République démocratique du Congo, qui était pratiquement au congélateur de la diplomatie. Et c'est quoi la chose? Le président de la République a réussi à reprendre et à remettre la République démocratique en surface en termes des relations diplomatiques. Il a réussi à réchauffer les relations avec tous les pays voisins. Le président a eu des contacts directs, physiques, avec tous les pays de la sous-région. Je crois qu'il ne lui reste que le Soudan. Avec tous ces pays-là, il y a eu des accords bilatéraux qui ont permis de réchauffer et de remettre à bon terme nos relations. Le président de la République a tendu, et cette main-là reste tendue, a tendu sa main à tous ces chefs d'État, avec qui aujourd'hui ça nous permet d'avoir de très bonnes relations. Il faut retenir que depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi au pouvoir, et avec cette action diplomatique, sur le plan sécuritaire, nous avons réussi à mettre en place un cadre de concertation des états-majors des armées de la sous-région, un cadre de concertation permanent qui permet l'échange d'informations. Nous avons réussi en août 2019, à l'initiative du président Félix, de mettre en place une réunion des services de renseignement des pays de la sous-région, qui nous ont permis aussi de permettre à ce que sur ces questions sécuritaires, nos services et notre armée soient dans des meilleures postures pour faire leur travail. Oui. Donc, avec tout ce travail, le président a eu l'initiative d'organiser ce mini-sommet qui s'est organisé, et je crois que c'est à l'avantage de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas la fin. Oui. C'est peut-être un début, et cela va nous permettre de réaliser cette grande promesse de redonner la paix et la sécurité à cette partie de la République, parce qu'il est clairement établi aujourd'hui que les pays de la région sont impliqués d'une manière ou d'une autre. Et avec ce travail qui se fait à travers les différents services, comme je viens de l'identifier tout à l'heure, ça permet au président de la République, ça permet à la République démocratique d'aller de l'avant. Le président de la République a tenu à venir dans la province du Nord Kivu, dans la ville de Goma, pour rencontrer cette fois-là, au-delà du mini-sommet, ses concitoyens, les différentes couches sociales de cette partie de la République, pour discuter avec eux, pour les entendre, pour partager aussi leurs peines. Et je crois que c'était important. Nous avons tous vécu l'accueil lui réservé, non seulement dans la ville de Goma, un accueil très chaleureux. Qui a également été émaillé de contestation de certains militants de l'UNC qui ne voudraient pas voir Félix Tshisekedi à Goma sans Vital Kamerhe. Bon, de toutes les façons, moi je reste démocrate. C'est le travail que vous avez fait en oui, étant d'avance. L'unanimité sur cette terre, oui. Je ne crois pas qu'elle existe. Oui. Même le bon Dieu créateur a des opposants. Mais, parce que vous parlez de l'UNC, oui. Moi j'ai travaillé sur l'accueil du président de la République en tant que parti politique, c'est-à-dire l'UDPS. J'ai travaillé de commun accord avec les camarades de l'UNC. Nous avons fait ce travail dans le cadre du CACH. Ça n'empêche qu'un, 2, 3 concitoyens, soient-ils membres de l'UNC, mais qui, pour une raison ou une autre, portent le président Vital Kamerhe dans son cœur, ça n'empêche que certaines puissent, à cette occasion, réclamer du bien pour le président Vital. Et je ne vois pas cela en termes d'incident. C'est peut-être un groupe de concitoyens qui s'expriment par rapport à leur leader. C'est légitime, c'est normal. Mais le plus important, c'est que le président a été extrêmement bien accueilli dans la ville de Goma, et encore mieux dans le Massissi.
Dans les massifs, à Saké, dans 2 zones rouges où l'on vous reproche d'avoir exposé un peu la sécurité du chef de l'État en l'emmenant jusque dans ces zones où ça brûle encore. Non, on ne peut pas m'accuser. Moi, le président de la République est extrêmement responsable. Et je crois que son agenda est tenu par lui et ses services. Mais le plus important, c'est que le président de la République a démontré qu'il est le président de tous les Congolais et que toute la République du Congo est sa circonscription et qu'il est prêt à aller partout. Arrivé là, ça lui a permis encore de palper du doigt les réalités de la République. Ça lui a permis aussi parce que cette cité de Saké venait de connaître des inondations. Ça lui a permis de consoler cette population et de confirmer, réaffirmer une promesse de campagne qui dit qu'il va s'installer pour plusieurs mois dans la province, dans la ville de Goma, à partir du mois de novembre de cette année. Donc, ça a réconforté davantage ces populations abandonnées, meurtries depuis plus d'une vingtaine d'années. Le président de la République va le faire pour, non seulement en tant que commandant suprême des forces armées, suivre de près les actions de déblayage des forces négatives et de réinstauration de la paix, mais aussi, comme il va lancer un grand programme de démobilisation de nos compatriotes qui avaient pris l'option de prendre les armes pour des raisons diverses. Il va aussi suivre de près ce grand programme de démobilisation qui sera sous-tendu par des projets de développement de la sous-région. Voilà, mais on sent qu'il n'y a pas du pragmatisme dans la gestion de cette situation sécuritaire au Nord Kivu. C'est vrai que vous dites qu'il sera là au mois de novembre pour tenir la promesse de campagne, mais à ce jour, il y a des Congolais qui continuent à mourir, à Beni, à Bunia, un peu partout là-bas. Quelles sont les mesures pragmatiques qui peuvent faire assez qu'à ce jour que cette partie essaye un peu de respirer comme toutes les autres parties de la République? Mais je crois que cette décision est extrêmement pragmatique. L'une des grandes faiblesses que nous avons dans cette partie de la République, c'est une absence ou un déficit de l'autorité de l'État. La présence du président de la République dans cette partie de la République fera par exemple que le gouvernement dans son entièreté sera plus présent dans cette partie de la République, fera par exemple, comme il l'a dit lui-même en tant que commandant suprême, il va suivre les opérations, non pas de loin, mais de près. C'est-à-dire qu'il sera sur le terrain opérationnel des forces armées. Le commandement avancé des FARDC est présent dans cette partie de la République depuis plus de 6 mois, je n'ai pas les dates exactes. Maintenant, le commandant suprême, il sera présent lui-même à Beni et dans les différents recoins Ituri, Nord Katanga, au Tanganyika. Il sera présent un peu partout, avec pour base la ville de Goma, même dans le sud Kivu. Donc je crois que c'est extrêmement pragmatique. Maintenant, vous nous jugerez, ou vous le jugerez, le chef de l'État, aux actes et aux résultats. Mais faites-nous confiance, faites-lui confiance. Surtout vous, parce qu'il semblerait que vous êtes l'homme à faire du chef en ce qui concerne l'insécurité à l'est du pays. Non, les services de l'État sont là. Pendant son séjour, il a également évoqué dans un point de presse la question qui a suscité beaucoup de polémiques. C'est la question liée au plateau de Minembwe. Vous êtes de ce coin de la République. Certes, aujourd'hui, l'on accuse plusieurs membres du gouvernement d'avoir rendu officielle cette installation du bourgmestre de Minembwe. Qu'est-ce qui se passe réellement à Minembwe? Ce qui se passe réellement, et je crois que c'est le plus important, c'est que le président de la République a dit, au cours d'une conférence de presse, de la façon la plus solennelle possible, que lui, en tant que garant de la nation, soucieux de l'intérêt général de ces populations, il mettait fin à cette aventure et qu'il annulait tout ce qui avait été fait. Pourquoi vous appelez ça aventure? C'est moi qui parle. Oui.
Non, aventure, pourquoi? Parce que je crois que nous tous, même vous ici, à partir de Lumumbashi, vous avez senti ou les réactions que cela a donné dans la population, un peu partout dans la République. Donc, lorsqu'il y a cette clameur publique, c'est un problème qu'il faut résoudre. Et ici, le plus important, c'est que le chef de l'État y a donné réponse. Il a mis fin à tout ce qui a été fait. Il met en place une commission. Ça va se faire par des actes administratifs et juridiques. Il a dit qu'il allait instruire son ministre de l'Intérieur, qui prendra aussi nécessairement des actes dans ses compétences. Maintenant, il faut réaliser, cette commission va gérer la question d'ordre général concernant toutes les communes rurales, mais je crois que nous devons aussi réaliser que, en ce qui concerne le plateau de Minembwe, c'est extrêmement sensible, extrêmement perplexe, et que le chef de l'État, à travers son gouvernement, est engagé dans diverses actions pour mener à la paix et la sécurité dans cette partie de la République, pour permettre à ce que les différentes communautés non seulement s'acceptent, mais arrivent à vivre ensemble dans la paix. Donc, ne pas perturber ce qui est déjà en train d'être fait. Nous étions à Goma il y a 3 semaines, lorsque le ministre délégué à la Défense revenait d'une réunion extrêmement importante tenue à Bukavu, où tous les chefs de guerre des troupes négatives se sont réunis et ont accepté tous de déposer les armes. Donc c'est des acquis. C'est peut-être des questions sécuritaires sur lesquelles les responsables d'État ont difficile à communiquer, mais c'est des acquis. Et lorsque vous avez des acquis d'une telle importance, il ne faut pas les bousculer ou les déranger avec des dossiers sectaires, comme celui du bourgmestre de Minembwe. Moi, je retiens pour moi l'essentiel. C'est que le chef de l'État a donné solution à ce problème. Nous attendons la mise en place de cette commission. Alors, avant de clore, une petite question. Pourquoi juste l'installation de bourgmestre dérangerait alors que ces compatriotes, entre guillemets, congolais, sont dans l'armée, ils sont dans le gouvernement, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a que cette installation de bourgmestre qui dérange un peu trop? Mais c'est tout le problème. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est sensible. Vous êtes du coin, vous en savez plus, certainement. C'est pour ça que je vous dis que c'est sensible. Et c'est des questions qu'il faut savoir traiter avec énormément de responsabilités. Et le chef de l'État a pris la hauteur de la question en mettant en place une commission de scientifiques qui, avec objectivité, vont traiter la question, faire rapport au président de la République, au gouvernement, avec des propositions concrètes qui vont permettre à ce que, effectivement, nous puissions régler la question, les communes rurales puissent être déterminées comme il se doit en conformité avec les lois de la République, que toutes les couches sociales, que toutes les communautés de la République puissent vivre en harmonie et en nous évitant de toucher aux fibres sensibles. Voilà. Merci, Maître Jacquemaine. On va chuter avec ce programme, mais avant de terminer complètement, on va essayer de parler de l'actualité. Hier, c'était la rentrée judiciaire en République démocratique du Congo. Plusieurs questions ont été évoquées et même certaines propositions. Mais avant, il y a eu nomination à la Cour constitutionnelle par le chef de l'État avec ces ordonnances qui ont été vraiment contestées. Très récemment, le chef de l'État a reçu la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat qui semblent être attachés au texte de la République, retardant même la prestation de serment de ce juge. Vous êtes juriste, quelle lecture faites-vous par rapport à cette situation? Le fait qu'on lui a d'abord reproché de violer la Constitution en nommant certains juges à la Cour
Et peut-être cette manipulation qu'on essaye d'évoquer de la part du chef en voulant que le Conseil de la magistrature lui donne raison face à cette situation. Bon, d'abord, je crois qu'on doit arriver tous à retenir le contexte politique dans lequel nous sommes. Ici, les honorables présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale nous rappellent à nos mémoires que nous sommes dans un contexte politique de coalition, d'une coalition en conflit. Mais aussi, je crois qu'il faut arriver à retenir que, comme vous l'avez dit, les ordonnances du président de la République n'ont pas été contestées. À ce que je sache, d'abord, les deux hautes personnalités, soient-elles présidents des bureaux du Sénat et de l'Assemblée nationale, ne sont pas juges des actes que pose le chef de l'État. Il faut qu'on se le dise. Quand on parle du respect des lois, il faut respecter toutes les lois et tous ces principes. Ils ne sont pas juges du président, des actes du président de la République. Deuxièmement, le Conseil d'État n'a pas été saisi à ce sujet. Donc contesté par qui? Qui a dit que ces actes sont illégaux? Seul le Conseil d'État pouvait nous éclairer sur cette question. Il faut arriver aussi à retenir que le Conseil supérieur de la magistrature, avant la signature de ces ordonnances, a été consulté et ne fait que l'affirmer, le confirmer et le reconfirmer. Respect de procédure. Donc, nous sommes en plein dans la conflictualité et les caprices d'une coalition. La République démocratique du Congo est une jeune nation, une nouvelle expérience politique avec la coalition et ses caprices. Je crois que moi, je continue à faire confiance au président de la République. Cette République doit... Mais en tant que juriste, quelle lecture faites-vous? Je parle en tant que juriste, oui, je vous ai donné des... Ne parlez pas en tant que cadre de l'UDPS, sortez un peu de cet carcan. Je vous ai donné des éléments techniques de droit. Il ne suffit pas de dire qu'un acte est illégal pour bloquer ou faire gripper les institutions de la République. Je les ai identifiées ici. Et je dis ceci, cette prestation de serment aura lieu devant le chef de l'État. Devant le chef de l'État, tel que le stipule ou le dispose la Constitution de la République. Et c'est ça le plus important. Ensemble, nous devons réaliser que nous avons un peuple qui nous observe. Nous avons un peuple attentiste. Nous avons d'énormes dossiers qui concerne cette nation, cette population en souffrance à résoudre. Et nous devons éviter de nous arrêter et d'immobiliser la nation sur des caprices et des intérêts personnels. Les ordonnances du chef de l'État ne concernaient pas que ces deux juges. Les ordonnances du chef de l'État concernaient aussi l'armée. Pourquoi seulement se focaliser sur ces deux juges? Pourquoi ça ne vient que d'eux, c'est-à-dire nos amis, nos coalisés du FCC? Parce que c'est là le problème, c'est là que pourquoi politiser la pression qu'il pouvait avoir à tout moment. Pourquoi vouloir donner tendance à nous faire croire que la magistrature a été un instrument politique ou est un instrument politique? Évitons de tomber si bas. Ces juridictions extrêmement importantes doivent fonctionner. Les juges ont été nommés. Les premiers qui devaient s'en plaindre, c'est le Conseil supérieur de la magistrature, c'est-à-dire les magistrats. Nous avons tous suivi leur confirmation et réaffirmation du respect des règles. Donc, comme je le disais, nous sommes sous pression de différents calendriers qui peuvent permettre à ce que, si on les respecte, qui peuvent permettre à ce que la République aille de l'avant.
ne nous bloquons pas. Ne bloquons pas la nation, n'immobilisons pas ce pays de plus de 40 millions d'âmes en souffrance. Faisons avancer, faisons marcher les dossiers de la République. Alors, les juges prêteront serment, ça va décanter beaucoup de choses. oui. Notre Assemblée nationale, notre Sénat, doit se permettre de fonctionner aussi normalement et de se mettre au-dessus des caprices des différentes familles politiques. Nous avons besoin que cette session de septembre, qui effectivement est une session budgétaire principalement, mais qu'elle s'attaque aussi aux dossiers brûlants de la nation, comme ceux qui concernent la matière électorale, qu'on nous donne un bureau de la CENI, parce qu'on ne veut pas d'un glissement. On a des élections, on doit amener le peuple aux urnes en 2023 dans les délais légaux. On a besoin de réformer pour mieux faire, parce que nous sommes à travers ces différentes étapes. 2006, nous avons boycotté. 2011, on a participé. 2018, on a participé tous ensemble. Nous sommes en train de construire et de consolider la démocratie de la République démocratique du Congo à travers des expériences, des essais, des erreurs, des corrections. La correction, c'est quoi? C'est les réformes. Et nous avons besoin, pour que ça soit bien fait, d'un consensus. Pour ce faire, il faudrait que nous tous, nous ayons cette volonté de participer à faire avancer le pays. Donc j'en appelle ici, je me permets à travers votre média, j'en appelle et j'interpelle nos élus nationaux de faire leur travail, de donner à la République démocratique du Congo ce dont elle a besoin à travers cette session parlementaire du mois de septembre. Maître Jacquemaine, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est à moi de vous remercier pour l'invitation. Mesdames, Messieurs, on se retrouve prochainement pour un autre nouveau numéro de ce magazine. Merci de nous suivre sur votre chaîne. À la prochaine.